Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi pour ma part ça va nickel, c'est parti, jingle. Aujourd'hui je vais vous faire la review du Fujifilm X-S1 2 ans après. Cette vidéo sera vraiment brouillon, j'ai pas fait de plan du tout, ce sera comme je le veux. Sur cette vidéo je vais vous expliquer les points qui m'ont plu, les points qui m'ont pas plu, et je vais pas vous présenter le mode auto, tout ça parce que je l'ai utilisé une seule fois. En premier, je vais commencer par la partie vidéo. Pas mal de choses à dire, pas mal de points négatifs qui pourraient améliorer. Donc cet appareil photo filme en automatique. Pour 700 €, c'est un peu bête que ça filme en automatique, surtout que c'est un semi-pro. Je comprends pas pourquoi, il pourrait très bien filmer en manuel. Les profils de couleurs, il les prend en compte, mais par exemple si tu mets la saturation ou le contraste à 0, ça ce sera que en photo. À -5, ça ce sera que en photo, en vidéo ça remettra à 0. Et enfin, le port jack, tu peux mettre un micro au-dessus, mais tu peux pas régler le gain du micro. Donc ce qui fait que il y aura un bruit de fond souvent parce que les préamplis sur cet appareil photo ne sont pas bons du tout. Pendant qu'on est sur les ports, donc tu peux voir il y a un port AV, un port HDMI, un port mini USB et un port jack. Le port AV c'est du composite, donc c'est de l'analogique. Port mini HDMI, port micro USB pour transférer les fichiers sur ton PC. À part ça, ils disent que c'est une sortie AV. J'ai jamais trouvé comment l'utiliser. Maintenant parlons du port HDMI. Encore quelque chose qu'ils peuvent améliorer, parce que le port HDMI il ne sert que pour la lecture. Tu peux pas avoir de retour écran sur ton moniteur en HDMI pendant que ça tourne ou pendant que tu fais tes réglages, tout ça. En gros, quand tu es branché en HDMI, là tu verras que sur ton écran, même si tu es branché en HDMI. Et si tu appuies sur le truc, sur le bouton pour venir dans les photos, là ça basculera sur ton truc HDMI. Franchement, ça il pourrait peut-être aussi l'améliorer, peut-être que le processeur il est pas assez puissant, mais encore une chose de bête. Encore un autre truc en vidéo, pour la vidéo il n'y a pas de mode vidéo juste là en fait, c'est juste t'appuies sur le bouton rouge. Et par exemple, si tu fais des réglages en manuel en photo, ça prendra pas en compte les réglages. Tout est en automatique, malheureusement. Autre chose qui est bien, l'autofocus fonctionne bien. Autofocus avec détection du visage, donc autofocus continu, autofocus simple ou focus manuel avec la bague juste là c'est la bague de zoom. Le focus manuel est bien mais vu pas un focus par rapport à cette optique, quand tu tires la bague de focus vers toi ce sera un vrai focus manuel, tu peux le changer même quand il n'est pas connecté à un appareil photo. Là par exemple c'est un bridge mais tu peux pas enlever l'objectif, mais imaginons que j'enlève l'objectif, tu pourras pas faire la mise au point avec ça, c'est complètement électronique. Et ce qui pose problème quand on a un follow focus, parce que ton follow focus, si tu pousses de 1,5 vers l'avant, donc vers le fond, et que tu reviens de 1,5 vers ton sujet sera flou parce que c'est électronique, enfin parce que le focus manuel est électronique et c'est mal fait. Donc j'ai déjà eu ça et c'est donc en faisant mes tests. Si tu pousses, enfin si tu mets ton focus plus loin que ton sujet, là ça ira. Et si tu le fais revenir exactement au même endroit sur ton follow focus ou sur ta bague, ça fera que ton sujet il sera flou, faudra revenir encore un peu avant. Ça c'est pas très précis, c'est dommage. En photo comme en vidéo. Alors, maintenant on va passer, avant la photo, on va passer à l'aspect physique du boîtier. Ce boîtier ne peut pas obtenir de grip batterie parce que il n'y a pas de truc électronique ici. Sinon derrière il y a pas mal de boutons, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans les menus. Ça c'est pratique, il y a 2 boutons personnalisables mais tu peux pas tout mettre dessus. Par exemple le zoom numérique, tu peux pas le mettre juste, enfin tu peux pas l'appliquer juste dans le menu, faut l'avoir appliqué sur une touche pré-réglée pour l'appliquer sur ta photo. Tu pourras pas l'appliquer sans l'avoir mis sur ta touche pré-réglée. Un truc très pratique que je retrouve sur les Panasonic, c'est pour ça que je compte switcher sur un Panasonic pour mon prochain appareil photo. Pour changer le mode de focus, faut pas aller dans les menus par rapport à un appareil photo Sony où il faudra aller dans ton menu, ou si tu peux le programmer sur une touche personnalisable.
Là en fait c'est un petit bouton à l'avant et ça te fait ça switch entre focus manuel, focus fixe et focus continu. Ça c'est quelque chose que je veux retrouver sur mon prochain boîtier. Ensuite l'écran pivotable, donc c'est un écran sur charnière juste comme ça. Donc tu peux l'avoir comme ça, hop, ou comme ça, donc 90 degrés vers le haut et après je sais plus. C'est bien, mais par exemple moi qui fais pas mal de photographies en portrait, en low shot, ça fait que je vois pas mon écran par rapport à un écran sur rotule. Là je pourrais voir un retour. En voyage c'est pas pratique. Le zoom sur cet appareil photo, donc c'est un bridge. En général les bridges ont un zoom avec la molette là. Tu fais ça, enfin tu zoomes au fur et à mesure et le zoom il sortira comme ça. Là c'est un zoom complètement manuel. Donc encore un autre problème que j'ai trouvé. Si tu zoomes un peu, hop, le zoom il sort tout seul. Donc par exemple si tu veux faire des shots en vidéo ou en photo du dessus, hop, comme ça, faudra que tu gardes une main sur la bague de focus, et quand tu te retrouves avec un plan à la base à 35 mm et qui se retrouve à 624 mm, ça fait bizarre. L'optique sur ce boîtier, c'est un 24-624 mm, donc vraiment polyvalent. Il a une ouverture glissante. Ce qu'on appelle une ouverture glissante, c'est que de ta focale la plus petite à la focale la plus longue sur le même objectif, l'ouverture ne sera pas la même. Là je suis à f2.8 à 24 mm et f5.6 à 624 mm. Mais l'ouverture change vraiment progressivement, et en vidéo, même s'il fait le truc en auto, ça se voit pas, il n'y a pas une baisse de la luminosité. Donc ça va, c'est bien fait. La trappe de la batterie se trouve en dessous, hop. Et la trappe pour la carte SD, ça c'est bien, un truc que je retrouvais sur mon prochain boîtier. La trappe pour la carte SD se retrouve sur le côté. Il y a une seule carte SD parce que c'est pas un boîtier pro, c'est un boîtier semi-pro. Et un truc qui m'a vachement dérangé, par exemple pour mon Steadicam ou pour ma cage, parce que j'avais commandé une cage universelle qui pouvait pas être réglée. Pourquoi ils ont fait ça? Le pas de vis il est pas au centre, il est complètement décentré. Peut-être qu'ils avaient pas la place dans le boîtier pour le mettre au centre, mais je trouve ça complètement débile d'avoir mis ça décentré. Mais quand même en trépied, ce serait quand même mieux d'avoir un truc bien centré comme sur le G80. Donc ça c'est pas top. L'appareil photo, donc l'écran est assez grand. Le truc qui me dérange, c'est que il est, enfin pour tous les écrans sur charnière, ils sont assez vulnérables. Donc dès que vous avez un appareil photo avec écran sur charnière, achetez un protège-écran, parce que moi mon écran il est tout rayé. Alors qu'un écran sur rotule, tu peux le retourner pendant ton transport, ça évitera d'abîmer l'écran. Ça vraiment faites gaffe. Maintenant on va passer à la partie photo. L'appareil photo a une bonne montée en ISO. Pour l'époque, jusqu'à ISO 800 c'est quand même vraiment bien. ISO 1000 tu commences à avoir du bruit, surtout si tu shootes en concert, ça va pas être top, et après abandonne. Vitesse d'obturation 1 4 millième de seconde maximum, l'ouverture c'est f11 maximum, donc ça c'est dommage. Je vais pas vous faire la liste des specs en entier. Plusieurs points négatifs que j'ai trouvé en photo. En premier, moi qui voulais essayer la photographie d'étoiles, donc de la Voie lactée, un truc très dérangeant, c'est au fur et à mesure que tu montes dans tes ISO, ton temps d'exposition maximum sera de plus en plus court. Je m'explique. À ISO 100, tu pourras avoir un temps d'exposition de 30 secondes maximum, soit en bulb, soit à 30 secondes maximum. Si tu montes à ISO 800, t'auras que 4 secondes, je crois, ou 15 secondes, je sais plus. Et en bulb, même si tu veux faire 30 secondes, faudra faire 2 fois 15 secondes. Ça, c'est aussi dommage. Et au fur et à mesure, par exemple, si tu te mets à ISO 12800, là tu seras à un quart de seconde, donc vaut mieux abandonner. Deuxième truc, la rafale. Je crois que c'est sur pas mal d'appareils photo, mais la rafale, elle est à 7 images secondes, donc c'est quand même bien. Mais donc 7 images secondes au maximum, et ta qualité sera en 1080 par 1720 si tu shootes en 16 neuvième. Si tu te mets en moins d'images secondes, tu te mets en high, là tu récupéreras ta taille d'image maximale, donc 12 millions de pixels. Il n'y a pas d'autofocus possible en mode rafale sur cet appareil. Donc, maintenant le RAW sur cet appareil, ça dépend des logiciels que tu utilises. Moi je l'ai pas trop utilisé parce que j'ai commencé à shooter en RAW cette année.
avec le Lumix G80. Donc j'ai pas utilisé le RAW pendant 2 ans, je l'ai utilisé genre 2 fois. Une fois que j'ai découvert que mon logiciel Photoscape X, mon ancien logiciel, pouvait gérer le RAW de Fujifilm, mais ce logiciel je vous le déconseille parce que il traite pas super bien les photos à l'export. Pendant 2 ans j'ai shooté en JPEG avec cet appareil photo et franchement j'avais quand même de la marge pour retoucher mes photos. Ça dépend après des logiciels forcément que tu utilises. Mais par contre, cet appareil, dans le traitement des photos, tu peux utiliser ta photo sortie de boîtier sans rien faire. Moi je trouve qu'elles sont bien. Même si je préfère toujours retoucher mes photos, il y a des photos que au tout début je sortais sans mettre de correction. Enfin sans faire de retouche par rapport au G80 où lui il faudra forcément, enfin pas forcément mais pour avoir un résultat satisfaisant. Sur le G80 je préfère faire une retouche alors que sur le Fujifilm pour avoir un résultat satisfaisant, ben franchement pas forcément besoin de faire de retouche. Mais les JPEG comme les RAW sur cet appareil photo, en fait quand j'ai remarqué ça quand je suis parti en Corse, après avoir fait mes edits, quand je zoomais à fond dans la photo, en ayant le fichier brut, je trouve que les photos, en fait, elles font vachement pâté de couleurs. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails. Le piqué de l'optique est pas super. Après, je dis ça, j'allais dire le piqué du 1240, il est quand même mieux. Mais là, c'est quand même un objet à 800 balles. C'est pas pareil. Bon, moi, je pense que j'ai tout dit sur cet appareil photo. Bien pour débuter la photo, si tu comptes pas faire de vidéo ou si tu veux faire du YouTube vite fait comme ça sans prêter trop attention à la vidéo, super boîtier. Maintenant tu le trouves aux alentours de entre 200 et 300 euros. En photo, il est bon, vraiment bon. Photo sportive comme portrait comme paysage. Juste si tu veux faire photo de nuit, il est bon, mais photo de astrophotographie, n'y pense pas. Va faire un tour sur mon Instagram, retourne vers les photos de la Chine. À partir de là, tu trouveras que des photos réalisées au Fujifilm X-S1, sinon là maintenant je fais plus que au G80. En attendant de switcher de boîtier. Pour le prix maintenant, pour 200 euros, avoir un boîtier comme ça, tout en un, pas besoin de nouvel objectif, une plage focale vraiment super. Qualité optique quand même bien, puis c'est Fujifilm, ça a une bonne réputation. Les couleurs sont bien, si tu veux pas faire de retouches, fonce. Moi maintenant je suis passé à un stade où j'ai avancé dans ma technique, en vidéo aussi j'ai avancé. Pendant 2 ans il a quand même bien servi, au revoir.